Bienvenue à l'atelier Mobilité internationale des apprentis, organisé par l'AGERA dans le cadre de la mission apprentissage. Pour rappel, l'AGERA est un réseau pluridisciplinaire de 40 grandes écoles qui porte des missions de représentation de ses membres et d'animation de commissions de travail thématiques visant au partage de bonnes pratiques et à la création de synergies. Nous organisons 1 à 2 ateliers par an dans le cadre de la mission apprentissage. Le dernier, proposé en 2020, a porté sur les stratégies mises en place par les grandes écoles et les CFA suite à la réforme de l'apprentissage. Jean-Pierre Willems, chargé d'enseignement à l'Université Paris 1, consultant, nous avait apporté son expertise. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel atelier sur le thème de la mobilité internationale des apprentis et un focus sur les volets juridiques et financiers. Nous constatons que ce sujet est d'intérêt au vu du nombre de participants inscrits. Vous avez reçu la liste en amont. Je vais laisser Marilène Badour, responsable des relations institutionnelles et partenariales à l'ISTP, vous présenter les intervenantes, que je remercie vivement pour leur participation. Alors, je vous donne juste quelques informations au niveau logistique. L'atelier est enregistré. C'est vrai que ça nous permet, dans un deuxième temps, de pouvoir proposer un replay, ce qui est bien apprécié. Donc, merci de nous indiquer si cela vous pose problème. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Céline D'Agostino, qui m'a aidé à préparer cet atelier, jouera le rôle de modérateur en regroupant des questions qui pourraient être sur les mêmes thèmes. Merci, comme vous en avez l'habitude, de couper votre micro et d'activer votre caméra micro quand vous prenez la parole. N'oubliez pas de vous présenter. Alors, je pense que vous êtes tous habitués aux plateformes, dont Zoom. C'est vrai, ce qui pourrait être bien, c'est de pouvoir nommer votre structure. Certains l'ont fait. Pour cela, vous allez dans Participants et sur votre nom ou photo, à côté, il y a marqué plus et vous pouvez vous renommer. Et je pense que ça peut être bien pour les uns et les autres de savoir d'où sont les différents participants, même si effectivement vous avez eu la liste en amont. Et puis, donc, nous partagerons avec l'accord des intervenants, des intervenantes, les présentations PowerPoint. Je vous remercie de votre participation et vous souhaite à toutes et à tous un bon atelier. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marilène Badour. Donc, je représente l'IRUP aujourd'hui et j'anime donc la mission apprentissage au titre de l'AGERA. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous réitérons l'opération d'un atelier sur le thème de la mobilité internationale. C'est vrai que en rapport avec le sujet de l'apprentissage, c'est souvent le sujet de la thématique de la mobilité internationale qui revient. Donc, c'est la raison pour laquelle nous organisons de nouveau un atelier sur ce thème. C'est vrai qu'il y a de l'actualité en la matière, de la nouveauté. Donc, c'est l'occasion ensemble de faire le point. Et je remercie nos intervenantes d'avoir accepté de participer à cet atelier. Donc, mesdames, puisque ce sont 3 dames, vous êtes successivement, vous pourrez prendre la parole. Le principe étant que vous puissiez développer votre propos et qu'ensuite seulement on puisse passer intervention par intervention au temps de l'échange. Donc, la possibilité d'échange, Pascal l'a rappelé, soit par le fil de discussion, soit directement en prenant la parole. Et puis, sur le fil de discussion, effectivement, Céline pourra modérer pour regrouper les questions. Voilà ce que je voulais dire en guise de propos préalables. Encore merci à tous d'avoir répondu présent, et je vais donc laisser la parole à Laurie Albien de la DGFP. Donc, Laurie, je vous laisse le soin de vous présenter et puis de démarrer votre intervention. Oui, bonjour à tous. Attendez, je reprends mon petit document. Oui, bonjour à tous. Je suis Laurie Albien. Je travaille à la mission alternance et accès aux qualifications. Donc, c'est une mission au ministère du Travail et plus précisément à la DGFP, donc Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
Et donc, je suis la personne qui a notamment travaillé sur les textes de la loi Avenir professionnel sur la mobilité. Donc, n'hésitez pas, je vais vous faire une petite présentation un peu sur le cadre juridique et financier de la mobilité. N'hésitez pas à me couper si vous trouvez que je vais trop vite sur certains points ou à me poser des questions. Alors, je vais d'abord commencer par un petit rappel sur ce qu'a apporté la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, donc de 2018. Elle a permis de créer en fait 2 types de mobilité. Le premier type de mobilité qui a été créé, c'est la mobilité qui aboutit à la mise à disposition de l'alternant. Cette mise à disposition de l'alternant, donc en contrat pro ou en apprentissage, va être possible uniquement pour les mobilités de moins de 4 semaines. Dans ce cadre-là, la rémunération, elle est maintenue par l'employeur. On a aussi la sécurité sociale qui est maintenue. Et quand l'alternant est à l'étranger, ça va être le droit français qui va s'appliquer, sauf s'il y a des dispositions qui sont dans le pays d'accueil plus favorables en termes de droit du travail, par exemple. Donc ça, c'était le premier type de mobilité, donc mise à disposition. Le deuxième type de mobilité qui a été créé par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est la mobilité qui aboutit à la mise en veille, cette fois du contrat de l'alternant, pendant qu'il est à l'étranger en mobilité. Alors, en l'état actuel des textes, j'y reviendrai, hein, cette mise en veille, elle est possible pour les mobilités de moins de 4 semaines, mais par contre, elle est vraiment obligatoire dès lors que les mobilités à l'étranger sont de plus de 4 semaines. Alors justement, je vous dis en l'état actuel des textes, parce qu'en fait, on s'est bien rendu compte, on a eu un certain nombre de retours du terrain que ça pouvait poser des difficultés, que pour les mobilités de plus de 4 semaines, la mise en veille soit obligatoire, parce qu'on a notamment certains employeurs qui souhaiteraient pouvoir continuer à rémunérer leurs apprentis. Donc, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est qu'on attend le vecteur législatif qui va pouvoir nous permettre de modifier la loi et finalement de rendre possible pour tout type de mobilité, c'est-à-dire peu importe la durée, rendre possible la mise à disposition. Donc, je ne peux pas actuellement vous donner de date précise parce qu'on est obligé de passer par une loi et là, je n'ai pas le calendrier en tête, mais ça fait 1 an en tout cas qu'on attend la possibilité de modifier la loi. Donc, on a bon espoir que ça aboutisse soit cet été, soit à la rentrée. Mais bien sûr, je vous tiendrai informé dès que j'aurai un peu plus de nouvelles là-dessus. Alors, donc cette mise en veille du contrat à l'alternant, je vous fais juste un petit rappel parce que c'est un peu particulier. Ça va être le CFA d'accueil à l'étranger ou alors l'entreprise du pays d'accueil qui vont vraiment devenir seuls responsables des conditions d'exécution du travail de l'apprenti. Donc, si vous voulez, l'employeur français, en fait, est vraiment dégagé de toute responsabilité. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, la rémunération, elle est obligatoirement suspendue. Donc, l'employeur français, dans le cadre d'une mise en veille, ne peut plus rémunérer son apprenti. Enfin, donc, en ce qui concerne le droit du travail, ça va être tout ce qui est dispositions légales et conventionnelles du pays d'accueil qui vont s'appliquer, notamment pour tout ce qui concerne la santé, sécurité, durée du travail, repos hebdomadaire, ce genre de choses. Voilà, donc je vous ai exposé les 2 types de mobilité. Ce que je précise quand même, c'est que, parce que j'ai eu quelques questions là-dessus qui me sont remontées, c'est que la mise en veille du contrat pour les mobilités de plus de 4 semaines, elle n'implique pas du tout la rupture du contrat français. C'est une mise en veille. Donc, l'employeur français, finalement, va garantir le retour du salarié dans les mêmes conditions, finalement, qu'avant son départ en mobilité. Je voulais aussi vous indiquer que cette mise en veille n'interrompt pas le décompte de la durée du contrat et de l'ancienneté du salarié. Et j'en profite aussi pour vous dire, parce que je sais que j'avais eu des questions là-dessus, que le montant qui est payé par l'OPCO sur le coût de la formation, en fait, va bien couvrir vraiment la totalité de la formation
et pas seulement le temps où le jeune va effectuer sa formation en France. Ça va être sur la durée totale du contrat. Alors, un dernier point peut-être sur la mise en veille, sur tout ce qui concerne la sécurité sociale, parce que c'est un peu particulier aussi. En fait, quand le jeune à l'étranger, il n'est pas considéré comme salarié dans son pays d'accueil, ça va être la sécurité sociale française qui va s'appliquer. Et dans ce cadre-là, donc toujours quand le salarié, quand le jeune n'est pas considéré comme un salarié dans le pays d'accueil, il y a une responsabilité supplémentaire pour le CFA français qui va être en fait de payer les cotisations AT-MP à la place de l'employeur français. Et donc là, pour le CFA, ça va se faire du coup, via la DSN. Alors, de toute façon, que ce soit une mise en veille ou une mise à disposition, dans les deux cas, il va falloir conclure une convention de mobilité. Avec tous les signataires, donc l'alternant, l'entreprise française, le CFA français et soit l'entreprise étrangère, soit l'organisme de formation étranger, soit les deux quand on a des mobilités mixtes. Tout est possible en fait à ce stade. J'en profite aussi pour vous dire, je vous les enverrai, mais en fait, on a sorti il y a 1 ou 2 ans des modèles de convention de mobilité, que ce soit pour la mise à disposition ou la mise en veille. Et donc, ce sont ces modèles qu'il convient d'utiliser pour les départs en mobilité. On a notamment une notice qui explique assez bien finalement ce qui se passe pour le contrat de travail du salarié, ce qui se passe pour la sécurité sociale, quelles sont les possibilités de financement, etc. etc. Donc, je vous invite aussi à aller voir cette notice parce qu'il y a les réponses à pas mal de questions finalement qu'on nous pose régulièrement et ça vous aidera aussi, vous, à conclure les conventions. Voilà, donc ça, c'était sur le cadre un peu juridique légal de la mobilité à l'étranger. Je souhaitais aussi vous faire un petit point financement OPCO, parce que c'était dans la loi, je dirais que ce n'est pas forcément très, très clair, donc je vais vous dire un peu ce qu'il y a derrière. En fait, les OPCO, ils vont devoir prendre en charge certains frais et en revanche, ils vont seulement avoir la possibilité de prendre en charge d'autres frais. Donc, je vais vous expliquer un peu quels sont les frais obligatoires pour l'OPCO à prendre en charge et quels sont les frais facultatifs. Les frais que l'OPCO doit obligatoirement prendre en charge par forfait, ce sont les frais d'organisation des CFA pour la mise en œuvre de la mobilité. En fait, ça va être les frais fixes, ou même variables d'ailleurs. Ça va être globalement les frais de personnel, mais également tous les frais liés à l'organisation par le CFA de la mobilité. Donc, ça va être la veille réglementaire, l'accompagnement, la recherche de partenariats, le contact avec les référents internationaux, la communication, la valorisation, éventuellement les déplacements aussi, les formations en langue, le cas échéant. C'est vraiment ce genre de choses. Donc, ça, c'est ce que l'OPCO doit prendre en charge pour les CFA. Ensuite, les OPCO, ils ont la possibilité cette fois de prendre en charge, alors là, je vais vous lire ce qui est écrit dans la loi et je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière, tout ou partie de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux qui correspondent aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité. Alors, on a fait le travail avec les têtes de réseau CFA pour essayer d'identifier un petit peu quels sont les frais qu'on peut mettre en fait derrière cet article de loi. Et on a identifié les frais suivants. Le transport France pays d'accueil, l'hébergement, la restauration, les cotisations sociales, les vaccins, pourquoi pas aussi, les visas. Il peut y avoir aussi les frais qui sont liés à la compensation du handicap, les frais d'assurance aussi, d'assistance, et tout ce qui concerne la compensation à la perte de rémunération, donc, comme je vous disais, parce que
le jeune n'est plus rémunéré dans le cadre d'une mise en veille par son employeur. Alors, je vous enverrai, si vous souhaitez, un petit tableau Excel qu'on a fait justement qui permet d'identifier chaque frais et d'expliquer en fait dans quelle catégorie de prise en charge par les OPCO il se situe. Est-ce qu'on est sur des frais obligatoires ou est-ce qu'on est sur des frais facultatifs? Donc, si ça peut vous aider à vous y retrouver, vous, de votre côté, je pourrais vous envoyer ça après la réunion, sans difficulté. Alors, c'est vrai que j'en parlais un petit peu au début avec les organisateurs de la réunion d'aujourd'hui. On a, donc les OPCO se sont prononcés sur la prise en charge de ces deux types de coûts. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande disparité des modalités de financement, que ce soit déjà des forfaits, parce qu'on a certains OPCO qui sont partis sur un forfait différent en fonction de la mise à disposition et de la mise en veille, d'autres qui ont fait un forfait différent en fonction de si la mobilité se fait intra-UE ou hors Union européenne. Enfin, bref, les OPCO ont vraiment pris des forfaits un peu différents. Donc, ça peut poser des difficultés pour les CFA et on en est conscient. C'est pareil aussi pour les modalités de gestion, quel justificatif, à partir de quand on paye, etc. Les OPCO, finalement, ont choisi des modalités assez différentes. Donc, bon, ça peut engendrer des difficultés, que ce soit pour vous, pour l'organisation, mais aussi au niveau de l'égalité de traitement qu'on peut avoir entre les apprentis, qui peuvent avoir du coup, des difficultés à s'y retrouver, et c'est tout à fait compréhensible. Et donc, on est tout à fait conscient, nous, de notre côté ministère du Travail, que c'est un frein, un potentiel au départ en mobilité. Et donc, on va travailler sur ce sujet. Je ne sais pas si vous connaissez l'association EuroApp Mobility. C'est une association qui a été créée par l'ancien ministre Jean Arthuis et qui vise à développer la mobilité internationale des apprentis. Et donc, nous, côté ministère, en fait, on finance en grande partie cette association. Et on a confié, dans le cadre du contrat de mission qu'on a avec eux, l'objectif de travailler justement avec nous, évidemment, donc l'association et nous, de travailler avec les OPCO sur une harmonisation des pratiques. Donc, ça va doucement commencer et on espère qu'à la rentrée, les choses s'accéléreront et puis qu'on puisse trouver une certaine harmonisation dans les pratiques de gestion des OPCO. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade sur le rappel réglementaire et financier. Merci. Je vois qu'il y a des questions qui ont d'ores et déjà été posées dans le fil de discussion. Céline, je te laisse peut-être en faire part pour que tout le monde les ait bien en tête et que ça facilite les réponses. Oui, alors quelques questions. Et tout d'abord sur l'origine de ces mesures relatives à la mobilité des apprentis, dont plusieurs participants pensent qu'elles sont quand même assez pénalisantes pour les alternants. Madame Albien, peut-être. Oui, vous souhaitez une réponse là-dessus, effectivement. Pénalisante, non, initialement, ce n'est pas fait pour ça. Je vous confirme, en fait, nous, notre objectif, quand on a mis en place la mise à disposition et la mise en veille, c'était vraiment de sécuriser au maximum le départ de l'apprenti, parce qu'on n'est pas, que ce soit un apprenti ou une personne en contrat pro, c'est quand même une personne en contrat de travail. Donc il y a forcément, si vous voulez, il faut vraiment sécuriser en fait ce côté un peu contrat. Et donc la mise en veille, notamment, on l'a mise en place parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains employeurs qui ne voulaient pas faire partir leur alternant en mobilité parce qu'ils étaient obligés de garder toute la partie responsabilité, y compris la rémunération. Donc, on a fait ça finalement pour faciliter. Après, il est vrai que la rendre obligatoire, ce n'était pas la meilleure chose à faire. Mais comme je vous le disais, dès qu'on a la possibilité de modifier la loi, on pourra partir sur… en fait, l'employeur pourra vraiment choisir entre mise à disposition et mise en veille. Donc, on va avoir… pour l'employeur, finalement, ça ne posera plus de difficultés
parce qu'il pourra choisir. Et du coup, on aura quand même un cadre assez bien défini avec les conventions, parce que cette convention permet de sécuriser vraiment le départ de l'apprenti. C'est-à-dire qu'en fait, on explique ce qui se passe pour la sécurité sociale là-bas, comment ça se passe sur le droit du travail, etc. Donc, je dirais peut-être pénalisant pour le moment parce que le dispositif n'est pas totalement terminé et qu'on attend ces modifications législatives, mais à terme, beaucoup plus sécurisant, je pense, pour les apprentis. Merci. Merci. Moi, j'en profite pour préciser parce qu'il y avait une remarque sur les modèles de convention. Et je rappelle que ces conventions avaient été traduites, me semble-t-il, par la GERA et mises à disposition des écoles. Donc, je vois que certains questionnent par rapport à ces modèles de convention. Ils existent bien en langue française et en anglais et disponibles auprès des écoles. Je te Oui, laisse. alors je pourrais faire effectivement un rappel du lien. Je crois qu'ils sont en téléchargement sur notre site. Je peux l'indiquer dans le chat. Oui, merci Pascal. Je laisse Oui, Céline continuer à dérouler le fil de discussion. oui, tout à fait. Oui, alors une question sur les entreprises qui souhaitent continuer de rémunérer un alternant pour un séjour d'une durée supérieure à 4 semaines et que je regroupe avec est-il possible de cumuler plusieurs conventions de mise à disposition, donc qui finiraient par couvrir une période supérieure à 4 semaines. Il faut remettre votre micro, Madame Albien. Oui, excusez-moi, je disais, je comprends votre question et vous n'êtes pas les premiers à me la poser. Après, je suis dans une situation compliquée quand on me pose cette question parce que du coup, la loi indique qu'on est obligé de passer par une mise en veille. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire qu'on est obligé de passer par une mise en veille parce que c'est la loi. Après, s'il y a plusieurs conventions de mise à disposition qui sont faites, je ne pense pas que ça posera grandement problème. Mais évidemment, ma réponse officielle est mise en veille. Voilà. Merci pour la réponse officielle. Je précise que quand même, il faut faire le lien quand on fait… les OCO, eux, ne financent qu'une seule mobilité. Hein. C'est important à rappeler parce que… Après, on leur a dit, si jamais ils reçoivent deux modèles, enfin, deux conventions de Oui, mobilité pour le même parcours, normalement, ils doivent financer pour la totalité en fait, du parcours. d'accord. Bon, alors ça, on vérifiera parce que c'est pas Ouais, forcément c'était ce que… pas… Oui, c'est pas forcément ce qu'on a compris, en tout cas ce que vont faire certains OCO. Hein. Mais merci pour cette réponse. Et là, il faudra avoir de la vigilance, me semble-t-il, en cas de succession de conventions de mise à disposition, de voir comment l'OPCO, lui, va réagir. Hein, on parle bien d'un même parcours de formation, bien évidemment. Alors, si on suit le fil, donc, qui devient responsable des conditions d'exécution du contrat si on a un séjour de type académique, donc un cours dans une université, avec pas forcément de partenariat avec un organisme de formation à l'étranger. Et j'ajouterais à ça une remarque plutôt plus personnelle, la difficulté aussi de convaincre des entreprises, des universités à l'étranger de signer une convention de mobilité d'un apprenti qui est de droit français. C'est parfois un peu complexe. Du coup, donc, à qui revient la responsabilité des conditions d'exécution dans ce cas-là? Oui. Alors, dans le cadre d'une mise en veille, ça va être l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil à l'étranger. Donc, effectivement, je pense que si vous avez des remontées disant que les entreprises ou les CFA étrangers sont un peu frileux, je pense, à prendre ces responsabilités-là, c'est tout à fait compréhensible. Enfin, voilà. Après, c'est uniquement dans le cadre de la mise en veille. Dans le cadre d'une mise à disposition, donc je rappelle, pour le moment, possible uniquement pour les moins de 4 semaines, mais si vecteur législatif, on trouve enfin, ce sera possible pour plus. Dans le cadre d'une mise à disposition, là, par contre, c'est l'employeur français qui va rester responsable des conditions d'exécution du contrat. D'accord, merci. Alors, une autre réponse, comment est-ce qu'on justifie des frais auprès des OPCO? Quelles sont les modalités de financement?
Écoutez, les modalités de financement pour les OPCO, je vous les ai un peu exposées, quoi. On a les deux types de frais. On a les frais obligatoires et les frais facultatifs. Frais obligatoires, c'est les frais du CFA pour l'organisation de la mobilité. Donc ça, c'est obligatoire. Et les frais facultatifs, c'est tout le reste, frais annexes, compensation de la perte de rémunération, cotisation sociale, vaccins, etc., etc. Pour les frais facultatifs. Oui, vas-y, Marilène. Oui, alors là, peut-être qu'on peut renvoyer vers les OPCO, puisque comme vous l'avez indiqué, effectivement, chaque OPCO a décidé de modalités de gestion particulières, notamment quant au financement de la mobilité internationale. Donc, il faut savoir que ces modalités, elles figurent sur le site internet de chaque OPCO. Donc, effectivement, la difficulté pour un établissement qui est CFA, s'il travaille avec 11 OPCO, il faut faire 11 fois la démarche. Alors, il y a un tableau récapitulatif sur CFADOC, mais il n'est pas à jour. Donc, faire attention, il vaut mieux se référer aux informations qui figurent directement sur les sites internet des OPCO et en général, c'est bien détaillé. Et puis, je le précise aussi, c'est que les OPCO en ce moment organisent des webinaires pour les CFA et en particulier des webinaires sur la gestion de la mobilité internationale. Et alors, soit vous êtes inscrit, vous avez peut-être eu l'occasion de visualiser, enfin de participer à ces webinaires. Sachez que ces webinaires sont également disponibles en replay et que donc là, l'avantage que procurent ces informations, c'est qu'elles sont spécifiques à chaque OPCO et donc et ça permet derrière au CFA de pouvoir effectivement intégrer quelles sont les modalités de gestion administrative et financière relatives à la mobilité internationale. Donc, c'est vrai que ça va impliquer de la gymnastique, puisque derrière, si vous êtes un établissement qui travaille avec beaucoup d'OPCO, ça fait autant de modalités de gestion à intégrer. Et c'est vrai que ça pose vraiment, alors au-delà de la gestion administrative, alors, les OPCO répondent clairement, les OPCO répondent, disent, grosso modo, vous avez le forfait, référent mobilité, débrouillez-vous avec ça. Bon, ça c'est la réponse sur pour que les CFA se débrouillent avec ces modalités de gestion particulières. Par contre, sur l'inégalité de traitement, là, c'est vrai que c'est un sujet, puisque l'apprenti, lui, il n'a pas choisi de dépendre d'un OPCO, puisque c'est son entreprise qui dépend de l'OPCO. Donc, l'apprenti, lui, il n'a pas choisi de dépendre d'un OPCO, mais pour autant, les modalités de financement de sa mobilité, dépendant de cet OPCO, il subit. Et c'est vrai qu'il y a quand même des disparités d'un OPCO à l'autre quand on voit la prise en charge des frais facultatifs. Bon, là, il y a un sujet. Et puis, le dernier sujet, très certainement, sur le financement, ça sera puisque ça va se faire par facturation, donc le CFA va devoir facturer ses frais. Donc, la question, c'est, on facture les frais. Est-ce qu'on est bien sûr que derrière, voilà, on sera payé d'eux? Donc, très certainement que ça va revenir à devoir faire patienter l'apprenti pour qu'il puisse au final bénéficier de ce financement. Puisque sur la prise en charge, par exemple, des frais facultatifs, l'apprenti va devoir apporter la justification de ses frais pour que le CFA derrière puisse enclencher la demande la facturation de ces frais à l'OPCO. Donc, on voit mal un CFA faire des avances sur frais et puis attendre peut-être longtemps, en tout cas sûrement un peu, de se faire rembourser. Donc, il y a un vrai sujet, là, me semble-t-il, sur effectivement la prise en charge des frais facultatifs, parce que les frais obligatoires, finalement, c'est traité par forfait par les OPCO, donc c'est assez vite vu. Mais voilà, il y a un sujet, me semble-t-il, et c'est vrai que ce que vous indiquez sur... Madame Albien, sur la possibilité de discuter avec les OPCO à la rentrée pour harmoniser les façons de faire et les modalités de gestion sur ce sujet-là me semble être une bonne idée. Tout à fait. Une question toujours sur le cadre, l'encadrement d'une mobilité d'un alternant. Est-ce qu'on peut utiliser un ordre de mission en lieu et place d'une des conventions si l'apprenti ou si l'alternant part vers une filiale de l'entreprise française?
Je ne saurais pas vous répondre là parce que je ne connais pas forcément très bien le cadre des ordres de mission. Mais je veux bien que vous me reposiez la question par mail et je vous ferai une réponse un peu plus juridique, un peu plus précise. Là, je préfère pas vous dire de bêtises, hein. Je vais D'accord, par vérifier. la suite. C'est noté Mm. pour la suite. Certains participants relèvent la difficulté de financement, notamment en cas de mise en veille du contrat d'apprentissage, donc sans salaire pour l'apprenti, et posent la question d'un cofinancement possible par Erasmus. Donc, on va y venir hein, par la suite avec l'intervention de Madame Pro. Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Voilà. Pour les questions du chat, en tout cas, il y a peut-être des questions, des personnes qui souhaitent poser des questions oralement. Oui, on a aussi une question, donc toujours sur le financement. Les financements OPCO sont-ils cumulables avec une bourse BRMI et une bourse Erasmus+. Oui, mais alors après, il faut voir ce qu'il y a. Alors, je ne connais pas forcément très bien, mais enfin, on verra après du coup avec Erasmus. Oui. Il me semble que Erasmus prend en charge les frais de voyage, les frais sur place aussi. Enfin, il faut voir exactement dans ce que prend en charge l'OPCO en particulier et ce que prend en charge la bourse Erasmus pour pas qu'il y ait de double financement. C'est juste ça. Mais a priori, c'est oui, totalement cumulable et c'est même souhaité. Oui. Donc, tant qu'il n'y a pas de double financement. Moi, Tout à fait. bonjour, Jocelyne Chabot de l'IT2I Dauphiné-Vivarais. J'ai posé une question préalable quand vous avez demandé que l'on pose des questions et je n'ai pas la réponse. J'ai le cas d'une entreprise qui a 2 apprentis dans la même formation, dans la même année. L'un fait son semestre académique en France, dans l'université qui a signé son contrat d'apprentissage, et l'autre part en semestre académique dans le cadre de Erasmus+. Le premier est payé par son entreprise, il est assuré par son entreprise, le deuxième ne l'est pas. Ils sont dans les mêmes conditions, même date de contrat, même diplôme. N'y a-t-il pas un risque pour l'entreprise que l'apprenti se retourne vers elle, juridiquement, du fait qu'il y a inégalité de traitement entre 2 apprentis qui sont exactement dans les mêmes conditions parce que le semestre à l'étranger est complètement prévu par la convention de formation initiale. Il faudrait que je vois un peu plus en détail le point, parce que s'ils sont exactement dans la même situation, ça me surprend qu'ils n'aient pas du tout le même traitement. Donc, vous dites qu'en fait, il y en a un qui est rémunéré et l'autre pas, c'est ça? Oui, il y en a. Le semestre à l'étranger est prévu dans le programme de formation. Il est optionnel. Il fait partie des modalités de choix de programme de l'apprenti. Celui qui fait le choix de choisir des modules dans son université française, il est toujours en contrat d'apprentissage. Son contrat n'est pas suspendu, il est payé. Et celui qui fait le choix de choisir des modules dans une université en Suède, par exemple, on a obligation de faire une convention de mise en veille pour 5 mois de départ en Suède. Au demeurant, Oui, mais il n'y a pas. environ 5 800 € de frais estimés, prise en charge par un OPCO à hauteur de… Alors, c'est passé à 1 600 € là, il y a le 30 juin, mais enfin, mais celui-ci, lui, il part avec une convention de mise en veille pour suivre des cours qui sont initialement prévus par le programme de formation. Donc, les 2 apprentis suivent des cours. L'un est payé, l'autre pas. Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait de risque d'inégalité de traitement parce que la mise en veille et donc la non-rémunération, si vous voulez, de la personne qui est à l'étranger pour plus de 4 semaines, elle est prévue par la loi. Donc, à partir de là, je ne vois pas comment on pourrait se retourner vers l'entreprise parce elle est juridiquement, enfin, ce que fait l'entreprise juridiquement est tout à fait correct. Donc, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse se retourner vers elle pour parler d'inégalité de traitement. Surtout si on a un apprenti qui reste en France, l'autre qui décide de partir à l'étranger.
Oui, enfin, Ils sont dans les mêmes conditions, ils sont tous les deux en cours, ils sont tous les deux dans un programme académique. L'un est dans une convention de mise en veille et l'autre pas. Et en effet, c'est complètement injuste pour l'apprenti qui suit des cours. Il ne part pas en période entreprise, il part bien en période académique. en organisation. Oui, ben, mais c'est prévu, la mise en veille est prévue par la loi. Donc, à partir de là, c'est ce qui est prévu. Je ne peux pas vous dire plus. Je crois que dans ce cas de figure-là, la différence, elle porte sur le fait que dans un cas, il y a une mobilité internationale et dans l'autre cas, il n'y en a pas, quoi. Donc, En fait, c'est ce que dans- j'ai cru comprendre. oui, Au voilà, final, hein. Donc, c'est pas la même situation. donc la loi, elle s'applique du fait du cas de figure, hein. Donc, quand il n'y a pas de mobilité internationale, forcément qu'il n'y a pas de suspension du contrat de travail. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inégalité de traitement. Non. Oui, c'est ça, parce que la personne, elle reste en France et l'autre part à l'étranger. Oui, bah, c'est deux cas différents, donc je ne pense pas qu'il y ait de difficulté. Je rebondirai peut-être, Michel Salette de Felma, je rebondirai un peu sur ce qu'a dit Mme Chabot. C'est que, effectivement, on peut appliquer la loi, mais après, on peut se poser la question, en dehors de la loi, de l'inégalité de traitement des deux apprentis. Pour moi, non, parce qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement à partir du moment où ils ne sont pas dans la même situation. Vous voyez, il y en a un qui reste en France et l'autre qui part en mobilité. Oui, mais ils sont dans la même situation d'apprentissage académique. Et sur une période académique prévue dans le contrat. Enfin, juridiquement, en tout cas, il n'y a pas d'inégalité de traitement, mais je comprends. Je comprends bien ce que vous dites. Dans ce cas-là, si la question d'inégalité de traitement, si la période de mobilité internationale est prévue au titre de la formation, tous devront la faire. Et tous devront la faire dans les mêmes conditions pour le coup. Donc en fait, de ces deux élèves, de ces deux alternants, à un moment, ils vont se retrouver dans la même situation, à savoir la mise en veille de leur contrat pour effectuer une période de mobilité longue, d'après ce que je comprends. Donc en fait, il n'y a pas d'inégalité de traitement au final. Celui qui a fait son semestre en France n'a pas fait sa mobilité, il va devoir la faire, un jour ou l'autre. Mais il aura peut-être fait d'une autre façon. Il a peut-être fait, il peut la faire en partant dans une période entreprise. Et il part, le cas présent, il part 4 semaines à Gratte en Italie pendant une période entreprise. Il est donc payé par son entreprise en France. Il est juste mis à disposition pour une durée inférieure à 4 semaines. Et celui-ci, il a validé sa mobilité à l'international. L'autre a décidé de le faire pendant le semestre, le dernier semestre de l'année, qui est une possibilité qui leur est offerte. Celui qui est parti en période entreprise, il est en cours. Il suit ses cours dans l'université française. Et celui qui a décidé de partir en Suède, il part en période académique en Suède. Et il n'est pas payé. Donc, bien sûr qu'ils doivent tous valider leurs compétences, qu'ils n'ont pas forcément tous les mêmes modalités. Mais en attendant, il y a des situations que ne comprend pas l'entreprise, parce que l'apprenti, à la limite, il s'en va, il part dans la mobilité, il trouve un arrangement, il a un bout de financement. Mais la question, elle nous est posée aussi par l'entreprise. L'entreprise, elle ne comprend pas. Elle nous dit, c'est pas normal. Moi, j'en ai 2 dans mon service. Il y en a un, il est en cours en France et l'autre, il est en cours à l'étranger. C'était bien prévu dans le programme de départ. Donc, c'est pas une nouveauté. C'est pas quelque chose qui a été adapté pour valider la mobilité. Ça fait partie du programme de l'école. Ça fait partie du programme initial de l'école. Et le maître d'apprentissage, il nous dit, il y a un tel, il est en France, je le paye, et l'autre, il s'en va en Suède et je ne le paye plus. Et il n'est pas d'accord avec ça.
je peux vous dire que c'est presque les entreprises qui sont presque plus critiques vis-à-vis de cette situation de leurs apprentis que les apprentis eux-mêmes qui, après tout, vont partir et ils trouvent quand même un intérêt, quoi. Mais ça, encore une fois, quand on va pouvoir le faire, alors en modifiant la loi, on va rendre possible la mise à disposition pour tout type de mobilité, même pour les mobilités supérieures à 4 semaines. Et donc, dans ce cadre-là, si l'employeur il souhaite continuer de rémunérer son apprenti en passant par une mise à disposition, il pourra le faire. Il pourra le faire, mis à part que le départ, là, il y en a un qui a eu lieu le 7 juillet, l'autre le 22 août. Et que je ne pense pas que d'ici le 22 août, on ait une modification. Enfin, vous parlez du fameux amendement qui a été déposé au Sénat, là. Donc, je ne sais pas si on l'aura, quoi. Il y a marqué sur le site du Sénat qu'il doit faire l'objet d'une validation au titre de la Constitution, de l'article 45 de la Constitution. Donc, moi, je n'ai pas compris juridiquement quelle incidence ça a lieu, ça. Voilà, donc… Je vais regarder, oui, parce que je crois que c'était un sénateur qui l'a mis dans le projet de loi santé au travail. Alors nous, évidemment, on a dit qu'on était favorable à cet amendement parce qu'en fait, il venait de nous, hein, donc, donc on l'avait donné à un sénateur pour qu'il puisse le porter. Si ce n'est pas cette loi-là, on passera par une autre. Okay. Il y en a plusieurs qui sont en cours. Merci. On va peut-être enchaîner, si vous le voulez bien, avec Mélanie Bourré. Donc, je vous laisse le soin de vous présenter, Mélanie, et puis de nous faire le point sur le soutien de la région en matière de mobilité internationale. Très bien. Bonjour à tous. Donc, Mélanie Bourré de la Direction de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à la région. Je travaille dans le service de Virginie Rouault, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, au service Europe et international. Et je m'occupe de suivre les questions de mobilité internationale étudiante et de coopération internationale et européenne entre établissements. Donc dans ce cadre-là, je suis notamment le dispositif BRMIE. Donc je sais que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque certains noms qui s'affichent me sont familiers. Mais une piqûre de rappel, c'est toujours utile. Donc la BRMIE, moi j'ai préparé un petit PowerPoint pour appuyer mon propos. Alors, vous allez me dire si vous le voyez. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est parfait. Ok, super. Alors, le dispositif BRMIE, c'est un dispositif de bourse qui a été mis en place dans le cadre du SRESRI. Donc, le SRESRI, c'est le petit nom du schéma régional enseignement supérieur, recherche et innovation, qui a été voté en 2017. Et dans ce cadre-là, il faut se remettre dans le contexte de 2016-2017, c'était la fusion des régions. Donc, la mise en œuvre de la BRMIE s'est fait aussi dans le cadre de la fusion avec l'Auvergne. Et alors, je ne sais pas s'il y a des Auvergnats dans la salle, entre guillemets, mais la région Auvergne à l'époque bénéficiait d'un dispositif de bourse qui s'appelait l'AMI, qui était une bourse forfaitaire de 500 €, il me semble, peu importe la destination, la durée et le profil de l'étudiant. Donc là, on a harmonisé, on va dire, au profit de l'ex-Explora, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, je vais expliciter par la suite. Donc, on octroie environ 12 000 bourses chaque année. Hop là, j'aurais dû mettre, excusez-moi. 12 000 bourses donc chaque année. Un peu plus souvent, un peu moins en 2020 et en 2021, comme vous millions d'euros. Le dispositif de bourse en tant que tel. Donc, c'est une bourse forfaitaire de 95 € par semaine
pour des mobilités d'une durée de 4 à 26 semaines. Donc là, pour faire le lien avec la présentation excusez-moi, j'ai perdu votre nom, de la personne du ministère du Travail. Donc là, les mobilités inférieures à 4 semaines ne sont pas concernées par la bourse BRMIE. Voilà, et au cours de son cursus, un étudiant peut demander plusieurs bons. Les étudiants concernés par la BRMIE sont donc ceux qui préparent un diplôme de niveau 5 à 7, donc de Bac+2 à Bac+5. Ensuite, les doctorats sont concernés par d'autres dispositifs. Au montant de 95 € par semaine, on peut cumuler 2 aides forfaitaires. Une aide forfaitaire sur critères sociaux, donc qui est de 530 à 80 € en fonction donc, de l'échelon de bourse du Crous, qui peut être perçue une fois. Et pour les étudiants en situation de handicap, une aide forfaitaire de 530 €. Excusez-moi, Donc, Madame Bourré, excusez-moi. pour être éligible à la BRMIE, la mobilité. Oui, Madame Bourré, excusez-moi, on vous entend assez dites-moi, mal. excusez-moi. Oui, Oui, on vous entend assez mal, il y a des alors, coupures. Je pense que la connexion Internet n'est pas forcément très bonne. oui. Alors, je vais désactiver déjà la caméra. Voilà, vous avez coupé le micro, là. Vous avez dû couper votre micro. Ouais, et pas la caméra. C'est à côté. Hein. N'importe quoi, excusez-moi. Pas de problème, ça arrive. Hop. Bon, bah écoutez, vous me réarrêtez si jamais ça recoupe. À ce moment-là, je vous diffuserai peut-être pas le PowerPoint que je vous enverrai après. Et Non, comme ça, il n'y aura pas de partage d'écran. Non, mais c'est mieux là déjà. Ouais, c'est mieux déjà. Super. Donc, la mobilité pour être éligible à la BRMIE doit valider des crédits ECTS ou être inclus au règlement des études. Elle est prévue pour des mobilités académiques ou des mobilités de stage et il n'y a pas de restriction de destination à part les dom-tom et les pays type Andorre et Monaco. Voilà, donc au niveau du fonctionnement de la BRMI, donc c'est une aide individuelle, mais nous fonctionnons quand même dans le cadre d'un partenariat avec les établissements. Donc, avec un certain nombre d'établissements, nous avons chaque établissement opère la sélection des étudiants et une partie de l'instruction. Et pour les établissements, excusez-moi, avec lesquels nous n'avons pas de convention de mandat, les dossiers de demande de BRMI sont cette fois-ci instruits et gérés par la région. Donc, chaque année, les établissements, qu'ils soient conventionnés ou non, bénéficient d'un quota de bourse. Et ensuite, dans le respect du règlement régional, l'établissement peut décider d'octroyer, de mettre en place, on va dire, des critères complémentaires, qu'ils soient pédagogiques, financiers ou autres, complémentaires donc au règlement régional. Voilà. Quelques petits éléments statistiques pour vous donner un peu quelques ordres d'idées. Donc, concernant les apprentis, nous avons chacun avec une bourse BRMIE. C'est donc majoritairement, mais ça correspond au nombre d'étudiants, on va dire à la répartition du nombre d'étudiants par établissement. Donc, des étudiants issus des universités de Rhône-Alpes, mais on voit que les grandes écoles ne sont pas en reste, avec environ 40% ils représentent 40% des BRMIE octroyés. Une autre information intéressante, il me semble, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants dans les formations d'ingénierie et technologie, donc beaucoup d'ingénieurs, ce qui peut être important, notamment pour les questions d'apprentis. Et puis ensuite, donc vous dire que les destinations les plus choisies par les étudiants sont donc avec le trio tête Canada, Royaume-Uni et Espagne. Ça correspond, France ou Erasmus d'ailleurs,
enfin Erasmus du coup plus de on est en totale concordance avec les grands chiffres de ces études-là. Donc, on octroie majoritairement des bourses de formation, mais on a quand même un peu moins de 40% de bourses octroyées dans le cadre d'un stage. Autre information très importante que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je reviens sur la slide, c'est qu'en termes de rémunération, donc les étudiants qui partent dans le cadre d'un stage, donc qui ne sont pas apprentis, ont eu un taux d'indemnisation dans le cadre de la sécurité sociale. En revanche, pour les apprentis du supérieur, il n'y a pas de seuil de rémunération maximum. Voilà, parce que ça, c'est une nouveauté qui a été mise en place avec le règlement depuis 2017. Et c'était pour éviter les inégalités, on va dire, entre les étudiants qui pouvaient bénéficier entre guillemets d'avantages en nature, c'est-à-dire du logement ou de valorisation qui pouvait être fait dans le cadre de leur départ, et ceux qui avaient une rémunération plus classique. Voilà. Alors après, on pourra reparler du cas des OPCO, puisqu'il y a plusieurs établissements qui m'ont contacté ces derniers temps. Donc, pour le moment, on a décidé de ne pas prendre en compte non plus la rémunération des biens de l'introduction. Il y a des fortes disparités entre les OPCO, entre peut-être l'envie et les moyens de soutenir la mobilité internationale, et d'autres qui ont peut-être moins de facilité pour se faire. Donc là encore, pour éviter trop d'inégalités de traitement, on a décidé de ne pas prendre en compte les rémunérations, enfin l'indemnisation potentielle des OPC. Voilà, et je voulais juste peut-être très rapidement, parce que ça peut intéresser quand même vos jeunes apprentis, sur la fin de leur cursus. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif régional qui s'appelle donc le BRMI Jeune Entrepreneur. Donc, cette fois, cette aide concerne des étudiants entrepreneurs ou des jeunes diplômés. Donc, des jeunes étudiants entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils ont le statut étudiant entrepreneur, voilà, ou des jeunes diplômés qui ont un projet de création d'entreprise et qui souhaitent confronter leur projet d'entreprise à une expérience internationale. Destination et la durée du séjour. Critères, on va dire, d'instruction, nous allons prendre en compte le degré de maturité du projet entrepreneurial, sa pertinence, la contribution du projet de mobilité à la réalisation du projet, le lien avec les acteurs économiques du territoire, le programme prévisionnel qui a pu être organisé sur la destination d'accueil. Voilà. Je ne savais pas si ce dispositif était bien connu, donc je me suis dit qu'un petit, très rapide, parce que ce n'est pas forcément le sujet de l'atelier du jour, mais une petite présentation très rapide pouvait vous être utile. Et puis de toute façon, je suis à votre disposition pour échanger plus en détail. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'arrête le partage d'écran pour avoir une meilleure connexion. Merci Madame Bourret. Oui, quelques questions déjà. Alors sur l'établissement qui doit être à l'origine de la demande de BRMI, est-ce l'établissement ou est-ce l'étudiant en direct? Je vais vous faire monter les questions telles qu'elles arrivent. Et puis sur les critères d'éligibilité à la BRMI pour les étudiants, ou enfin pour les alternants, on va parler des alternants. Est-ce qu'ils sont éligibles, ces alternants? Enfin, quel est le critère de départ? Est-ce qu'ils sont éligibles s'ils sont dans une entreprise, salariés d'une entreprise hors région Auvergne-Rhône-Alpes, mais qu'ils suivent une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur de la région? Et puis ensuite, on parlera des critères d'octroi de la bourse, mais je vous laisse peut-être déjà répondre à ces deux premières questions. Oui, c'était des très bonnes questions. Donc, je vais les prendre en sens inverse. Pour la deuxième question, le seul critère développé dans le règlement de la BRMIE, c'est que l'étudiant doit être inscrit dans un établissement de Auvergne-Rhône-Alpes, peu importe la localisation de l'entreprise dans laquelle il fait son apprentissage. Voilà, donc c'est le critère unique pour l'éligibilité à la BRMIE. Pour la première question, excusez-moi, je l'ai déjà oubliée. Qui doit faire la demande? Qui doit faire la demande? Donc, c'est
L'étudiant fait sa demande auprès de son établissement, enfin, construit son projet de mobilité avec son établissement, souvent avec la DRI ou enfin, dans le cas des apprentis du supérieur, c'est peut-être encore un petit peu différent, mais en tout cas, c'est avec son établissement. Et c'est ensuite l'établissement qui alors, non, j'explique mal. L'étudiant construit son projet de mobilité avec l'établissement. Il faut que l'établissement soit informé et que l'établissement puisse bien veiller à l'éligibilité de l'étudiant à la BRMIE. Mais ensuite, c'est bien l'étudiant qui dépose son dossier sur la plateforme. Voilà. Donc, c'est l'étudiant qui rédige notamment toutes la lettre de motivation, par exemple, et son CV, qui sont des pièces que nous demandons dans la constitution du dossier pour obtenir une BRMIE. Voilà, mais son projet de mobilité doit bien être construit avec l'établissement. C'est important parce que, comme je vous le disais, l'établissement peut mettre en place des critères complémentaires ou en tout cas peut veiller à la bonne éligibilité du dossier de l'étudiant pour éviter que l'étudiant fasse des démarches inutiles. Voilà. Donc, on conseille toujours aux étudiants qui nous contactent de bien prendre attache avec, que ce soit la direction de la scolarité, direction des relations internationales, peu importe, mais en tout cas, voilà, avec son établissement. D'accord, merci. Est-ce que pour les critères d'octroi d'une BRMI, il y a un critère social ou un critère de handicap, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte? Alors, il y a donc les forfaits complémentaires dont j'ai fait part, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aide forfaitaire par semaine de 95 €, un étudiant boursier pourra bénéficier donc d'une aide complémentaire de 80 à 530 € et un étudiant reconnu avec un handicap donc par la MDPH pourra bénéficier d'une aide complémentaire de 530 €. En revanche, dans la décision de pouvoir bénéficier ou non d'une BRMIE, l'éligibilité, il n'y a pas de critères préférentiels, si je puis dire, pour les étudiants boursiers ou porteurs de handicap. Voilà. D'accord. Ce sont des critères que les établissements peuvent eux, décider de mettre en œuvre. Mais voilà. D'accord, tout à fait. Une autre question sur le fléchage. Est-ce que le quota de BRMI attribué à un établissement est fléché par public? On entend par là étudiants ou alternants. Pas de la part de la région, en tout cas. Nous octroyons un quota global en début d'année, quota global qu'il faut considérer sans les aides forfaitaires complémentaires dont je vous ai fait part. C'est vraiment juste l'aide forfaitaire à la semaine globale. Et ensuite, c'est à l'établissement de décider de la répartition de ce quota en fonction des publics, en fonction des composantes de l'établissement, etc., etc. Voilà. Alors après, j'imagine qu'il va y avoir des considérations budgétaires, c'est-à-dire que on est bien conscient qu'aujourd'hui, la BRMIE ne permet pas de couvrir l'intégralité d'une bourse, d'une mobilité internationale d'un étudiant. On le regrette, mais malheureusement, c'est ainsi. Donc là encore, c'est des suppositions. Peut-être que les établissements qui sont présents pourraient mieux l'expliquer, mais j'imagine qu'il y a des choix qui sont faits par les établissements. Je pense je sais pas, à l'ENIS, aux mines, à l'INPG ou autres, en fonction du nombre d'étudiants, on va dire classiques, ou du nombre d'étudiants apprentis. Il y a peut-être un choix qui est opéré pour que tout le monde puisse bénéficier d'un soutien financier. Je sais qu'il y a parfois une sorte de répartition entre la bourse Erasmus, la BRMIE, la bourse AMI du Crous, etc., etc. Les éventuelles bourses d'excellence, Chateaubriand, Eiffel ou autres, voilà, pour que tous les étudiants qui partent en mobilité puissent bénéficier d'un soutien financier. Ceci étant dit, elles sont cumulables. Voilà, je ne dis pas qu'il faut
Voilà. Merci. Et, y a-t-il, je crois qu'on a épuisé les questions dans le fil de discussion. Y a-t-il des questions en direct pour Mélanie Bourré sur le sujet des BRMI? Je crois que votre propos était très clair, hein. Il a bien rappelé effectivement les critères d'éligibilité, le fait qu'effectivement, il n'y ait pas de seuil de rémunération pour les apprentis. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus, hein, pour les apprentis par rapport à la demande de BRMI. Et puis le fait aussi que, comme vous l'avez rappelé, le financement éventuel de l'OPCO ne soit pas pris en compte par la région dans l'octroi de la BRMI. Ça, je pense qu'effectivement, ça participe d'une meilleure égalité de traitement dans l'accès au financement de la mobilité pour les apprentis. Merci en tout cas. Je ne vois pas de main se lever. Écoutez, je crois qu'on a donc épuisé le sujet du financement par la région au titre de la mobilité internationale des apprentis. Encore merci Mélanie pour votre propos. Nous allons donc, si vous le voulez bien, j'espère que tout le monde est toujours là. Nous allons donc enchaîner avec Morgane Pro qui représente ce jour l'agence Erasmus Plus France. Bonjour à vous Morgane. Bonjour. Et voilà, je vous laisse la parole. Oui, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon PowerPoint. Hop. Alors, est-ce que vous le voyez? Oui, tout à fait. Oui, c'est Oui. bon. Par contre, on voit vos commentaires aussi. Oui, peut-être. ouais, je vais. Voilà. Très bien. Parfait. Donc, oui, donc je suis Morgane Pro de l'agence Erasmus Plus France Éducation Formation et je vais vous parler des possibilités de mobilité internationale des apprentis par Erasmus. Je vais commencer par faire un petit récap des grandes idées, des grandes notions clés du programme Erasmus. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la charte Erasmus pour l'enseignement supérieur, qui est un prérequis indispensable pour demander des subventions Erasmus quand on mène des projets de l'enseignement supérieur. Et après, je vous parlerai des quelques possibilités de mobilité pour l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Alors, donc quelques rappels sur le nouveau programme Erasmus sur la période 21-27. Alors, les priorités du programme, donc c'est un Erasmus Plus inclusif, durable, numérique et qui renforce la vie démocratique. Donc, ce sont les 4 priorités dites horizontales du programme. Donc, un Erasmus Plus inclusif, l'idée, c'est de favoriser l'inclusion et la diversité, donc en donnant accès au programme aux publics les plus éloignés de la mobilité. Un Erasmus Plus durable, c'est contribuer aux transitions écologiques et durables en incitant et en accompagnant les étudiants et tous les participants du programme à des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Un Erasmus Plus numérique, c'est contribuer à la transformation digitale, donc en permettant et renforçant l'acquisition de compétences numériques pour les étudiants et personnels enseignants et administratifs. Et donc, un Erasmus Plus renforçant la vie démocratique, l'idée, c'est de promouvoir l'engagement civique et la participation active à la vie démocratique. Donc, et ça à travers une citoyenneté active et attachée aux valeurs d'une société ouverte et démocratique. Et donc, voilà, l'idée de ces priorités horizontales, c'est qu'elles doivent un peu se retrouver dans tous vos projets Erasmus. Alors, pas forcément toutes les priorités à chaque fois, mais il faut retrouver un peu la philosophie de ces priorités horizontales dans vos projets.
Et après, si vous voulez savoir un peu plus ce qu'incluent vraiment ces priorités, vous pouvez aller voir dans le guide du programme ou même dans le bulletin officiel de l'éducation nationale qui précise davantage ces priorités. Donc, le programme Erasmus+ 21-27, c'est 6 secteurs éducatifs et 3 actions clés, plus les actions Jean Monnet. Et donc voilà, l'action clé 1 est dédiée à la mobilité des individus, l'action clé 2 à la coopération entre organisations et institutions, et l'action clé 3 au soutien à la réforme des politiques publiques. Donc voilà, là concernant la mobilité internationale des apprentis, pour l'enseignement supérieur, donc on est dans l'action clé 1. Hop, voilà. Ensuite, alors les pays éligibles au programme Erasmus+, alors il y a 2 catégories de pays. Il y a les pays programmes et les pays tiers non associés. Donc les pays programmes, ils sont au nombre de 33, ce sont donc les États membres de l'Union européenne, plus les pays tiers associés, on appelle ça, donc c'est la liste des pays qu'on voit sur la slide. Et donc, voilà, ces pays, en fait, ils financent tous en partie le programme Erasmus+. Ils sont donc tous pleinement éligibles à toutes les actions du programme Erasmus. Et les pays tiers non associés, donc ce sont ceux qu'on appelait auparavant les pays partenaires. Ce sont à peu près tous les autres pays voilà, du reste du monde. Et donc, eux, ils sont éligibles à certaines actions seulement du programme Erasmus+, selon des conditions spécifiques. Donc, en fait, il faut aller voir à chaque fois, pour chaque appel à proposition auquel vous candidatez, quels pays sont éligibles et dans quelles conditions. Ah oui, et si, pardon, j'allais oublier un point. Dans les pays programmes sont inclus évidemment les régions ultra-périphériques et pays et territoires d'outre-mer des États membres de l'Union européenne. Donc, c'est par exemple pour la France, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, etc. Alors, je vais m'attarder un peu plus maintenant sur la charte Erasmus pour l'enseignement supérieur, dite charte ECHE pour l'acronyme anglais. Donc, quand vous voulez déposer un projet dans le secteur de l'enseignement supérieur, vous devez au préalable obtenir donc, cette charte ECHE. C'est votre ticket d'entrée pour le programme Erasmus+. La charte constitue donc une condition préalable et obligatoire pour tout établissement d'enseignement supérieur qui souhaite organiser donc, soit un projet de mobilité qui relève de l'action clé 1, comme on l'a vu tout à l'heure, soit un projet de coopération qui relève de l'action clé 2. Voilà, donc si vous vous intéressez pour la première fois au programme Erasmus+, c'est la première chose à demander pour déposer une candidature et monter un projet dans le secteur de l'enseignement supérieur. Et une fois que vous avez obtenu cette charte, elle est valable pour l'ensemble de la programmation 2021-2027. Donc, vous n'aurez pas à la redemander en fait d'année en année. Et donc, tous les établissements d'enseignement supérieur doivent obtenir cette charte, qu'ils souhaitent candidater de manière individuelle ou en consortium à un projet. Et voilà, en fait, l'idée derrière, ce qui va vous être demandé globalement dans cette charte, c'est d'élaborer et de démontrer une stratégie d'internationalisation, enfin, une stratégie de participation plutôt au programme Erasmus+, pluriannuel. Donc, sur voilà, l'ensemble de la programmation. Bon, je vais passer assez rapidement dessus, mais les principes de la charte ECHE, en fait, donc, à quoi l'établissement s'engage-t-il lorsqu'il candidate et obtient cette charte? Donc, la charte ECHE a 2 objectifs. Le premier, c'est engager l'établissement dans un cadre européen de qualité. Et le deuxième, c'est inscrire le programme Erasmus+ dans la stratégie de modernisation et d'internationalisation de l'établissement. Et donc, concrètement, la charte contient des principes fondamentaux que l'établissement devra respecter et mettre en œuvre. Donc, c'est tous les petits points qui s'affichent sur la slide. Donc, c'est respecter les principes de non-discrimination, de transparence et d'inclusion, assurer un accès à des opportunités égales et équitables aux participants, accorder une attention particulière à l'inclusion des participants qui ont moins d'opportunités,
Donc là, on retrouve un peu cette priorité horizontale de l'inclusion. C'est aussi garantir la reconnaissance automatique des crédits acquis à l'étranger, c'est-à-dire tous les crédits obtenus pour les résultats d'apprentissage pendant une période d'études ou de stage à l'étranger. C'est aussi ne facturer aucun frais aux étudiants entrants pour la scolarité, l'inscription, les examens, l'accès aux laboratoires et aux bibliothèques, et assurer la qualité des activités de mobilité et des projets de coopération tout au long des phases de candidature et de mise en œuvre. Et donc s'ajoutent à cela d'autres principes qui reflètent en fait les nouvelles priorités du programme. Donc, c'est mettre en œuvre Erasmus+ digital, c'est-à-dire digitaliser les processus administratifs liés à la gestion des mobilités. C'est sensibiliser les participants aux pratiques respectueuses de l'environnement et promouvoir l'engagement civique et encourager les étudiants et les personnels à s'impliquer en tant que citoyens actifs avant, pendant et après leur participation à une mobilité. Et donc, pour obtenir cette charte, donc vous soumettez votre candidature et après ça, votre candidature est soumise à 2 étapes dans le cadre de son processus d'évaluation. Dans un premier temps, les établissements candidats sont soumis au contrôle du respect des critères d'éligibilité formels, et ce sont donc les autorités nationales des États qui participent au programme qui confirment les établissements d'enseignement supérieur éligibles pour participer aux activités du programme Erasmus+. Et la deuxième étape, une fois que vous avez rempli ces critères d'éligibilité formels, vous serez évalué selon 3 critères qualitatifs par un comité d'évaluation ECHE qui se trouve à Bruxelles. Alors moi, je vais surtout vous parler des critères d'éligibilité formels. Ces critères sont inscrits dans le bulletin officiel de l'éducation nationale. Donc là, c'est le bulletin du 22 avril dernier, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est le bulletin numéro 16 du 22 avril 2021. Je vous ai remis à l'écran le texte même du BON sur ce point. Alors, disons qu'avant ça, il y a 2 grands critères. En fait, c'est d'une part, l'établissement doit être établi sur le territoire d'un des États membres du programme Erasmus+, et ensuite, l'établissement doit être agréé en tant qu'établissement d'enseignement supérieur par l'autorité nationale du pays, donc en l'occurrence, le MESRI. Et donc, alors, on sait que pour certains établissements dans le cadre de l'apprentissage, ces critères ne sont pas forcément clairs et vous ne vous y retrouvez pas forcément. Donc, en fait, les différentes possibilités, c'est soit votre établissement est un établissement public d'enseignement supérieur où il propose une formation diplômante de l'enseignement supérieur. Dans ce cas-là, vous êtes éligible à la charte selon les critères d'éligibilité formelle, ou soit votre établissement est un établissement privé d'enseignement supérieur. Et dans ce cas, vous serez éligible à la charte si, donc soit vous êtes un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, donc les ESPIG, soit vous proposez une formation du supérieur de l'État, ou voilà, vous délivrez un diplôme visé et donc reconnu par l'État, ou soit vous proposez une formation du supérieur en partenariat avec un établissement d'enseignement supérieur français public. Voilà, c'est ça les différentes possibilités. Donc après, voilà, c'est à chaque établissement de se référer au texte du BON et d'identifier de quelle situation il relève pour savoir s'il est éligible ou pas. À l'agence, nous, on n'a pas de position en fait sur l'éligibilité, par exemple, des CFA, puisque c'est le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui définit en fait ces critères d'éligibilité concernant les organismes qui peuvent prétendre à la charte ECHE. Mais après, nous, le rôle et la volonté de l'agence, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est justement d'initier un travail avec les établissements d'enseignement supérieur qui veulent faire de la mobilité internationale dans le cadre de l'apprentissage de l'enseignement supérieur,
Voilà, c'est d'initier un travail pour identifier les points de blocage et les pistes d'amélioration pour la suite. Et voilà, et donc notre volonté, c'est aussi de commencer un travail sur ce point, sur l'apprentissage de l'enseignement supérieur par Erasmus+, dans les mois à venir. Bon, je vais passer aux actions de mobilité étudiante. Alors, pardon. Oui, donc les actions de mobilité étudiante dans Erasmus+, c'est le petit code, on appelle ça, ça relève de l'action clé 131. Voilà, si vous voyez ce petit code, c'est à ça qu'il faut s'identifier pour les mobilités étudiantes. Donc, les apprentis de l'enseignement supérieur ont la possibilité de se former à l'étranger avec Erasmus+, en réalisant soit une mobilité d'études, donc dans un établissement partenaire à votre établissement français, ou soit une mobilité de stage, donc dans une entreprise, un institut de recherche, un labo ou tout autre organisme pertinent. Cette période de mobilité peut aller de 2 à 12 mois. Et donc là, il y a une petite nouveauté sur ce point, puisque dans l'ancienne programmation, la durée minimale de mobilité était fixée à 3 mois. Et cette durée minimale de 3 mois dans l'ancienne programmation avait été identifiée comme un frein à la mobilité pour certaines formations et certains publics étudiants, donc ce qui est le cas notamment des apprentis de l'enseignement supérieur. Et ça avait été remonté à l'occasion de l'évaluation à mi-parcours du programme Erasmus+ 2014-2020. Et donc là, par exemple, c'est vraiment grâce à un travail collectif que l'obstacle a été identifié, remonté à la Commission européenne et que finalement, la durée minimale de mobilité a pu être abaissée à 2 mois dans le nouveau programme. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte par les établissements, parce qu'on sait qu'il peut être difficile d'intégrer une période de mobilité dans le programme d'études qui est assez chargé, voilà, des apprentis de l'enseignement supérieur. Donc peut-être que cette durée minimale de 2 mois va permettre davantage de mobilité. Après, donc, qu'elle soit obligatoire ou facultative, cette mobilité d'études ou de stage doit faire l'objet d'une reconnaissance académique des acquis d'apprentissage. Hein. Donc, c'est l'un des principes auxquels vous vous engagez par votre charte ECHE. Donc, le système européen de référence, c'est les ECTS, mais après, ça peut être un équivalent. Le système des ECTS n'est pas non plus exclusif. Et s'agissant du pays de destination, eh bien, je vais passer à la slide suivante, mais ça va être assez rapide. On retrouve cette distinction entre les deux catégories de pays, les pays programmes et les pays tiers non associés. Donc, avec l'action clé 131, le principe, c'est que l'étudiant part vers un pays programme. Donc voilà, c'est-à-dire un État membre de l'Union européenne ou quelques autres pays que j'ai montré tout à l'heure dans ma slide précédente. Dans ces cas-là, l'établissement, alors si c'est pour une mobilité d'études, l'étudiant doit partir dans un établissement qui a aussi la charte. Et si c'est pour une mobilité de stage, bon, évidemment, l'organisme n'a pas besoin de charte. Et alors, c'est une nouveauté du programme Erasmus+ 2021-2027. Il est possible d'organiser des mobilités d'études ou de stages vers des pays tiers non associés, mais dans une certaine limite, puisque l'établissement ne peut pas consacrer plus de 20% de son enveloppe de bourse à la mobilité vers des pays tiers non associés. Mais en tout cas, c'est une nouvelle possibilité du programme sur la période 21-27. Vous pouvez envoyer à peu près 20% de vos bourses vers des pays tiers non associés. Dans ce cas, l'établissement d'accueil, si c'est une mobilité d'études, n'a pas besoin d'avoir la charte ECHE. Et donc, alors, je vais faire un focus sur la mobilité hybride, qui est aussi relativement nouvelle dans le programme 21-27. La mobilité hybride, c'est une mobilité physique associée à une activité virtuelle.
Donc, cette activité virtuelle est obligatoire et elle peut être réalisée avant ou après la mobilité physique. Donc, c'est un type de mobilité qui peut intéresser peut-être vos établissements et vos étudiants du fait de leur programme d'études chargé, parce qu'on va voir que sur la durée de la mobilité physique, il y a des particularités. Alors, avant ça, donc, la mobilité hybride est ouverte à tous les étudiants, quel que soit le cycle d'études. Elle peut aussi bien concerner une mobilité d'études qu'une mobilité de stage. Et puis, peu importe la destination, puisqu'il peut s'agir d'un pays programme ou d'un pays tiers non associé. Donc, l'activité virtuelle sera associée à une mobilité physique, alors soit de longue durée, donc au minimum 2 mois, soit de courte durée, entre 5 et 30 jours. Alors, la mobilité physique courte est possible lorsque la mobilité longue est difficilement faisable pour l'étudiant. Donc là, il y a un peu une marge d'interprétation pour les établissements et les étudiants. Et je pense que, alors voilà, c'est vraiment sur ce point, sur cette mobilité physique courte, qu'il y a une nouveauté en fait dans le nouveau programme. Et c'est peut-être là-dessus que vous, les établissements, vous pouvez jouer. Donc voilà, il y a peut-être une possibilité pour les apprentis qui sont contraints par leur programme d'études chargées de faire une mobilité hybride en faisant une mobilité physique courte entre 5 et 30 jours, complétée ensuite par des activités virtuelles, une fois qu'il est, enfin quand il est en France en fait, donc avant sa mobilité physique ou après. Après, les activités virtuelles, elles ne font pas l'objet d'une durée minimale, mais elles doivent représenter une plus-value. Et l'association des 2 modes virtuels et physiques doit permettre la délivrance de minimum 3 crédits ECTS, donc crédits ECTS ou équivalent. Hein. L'idée, ce n'est pas non plus d'empêcher des mobilités pour ça. Ensuite, voilà, les modalités pédagogiques à distance, elles doivent porter sur des contenus et des activités reconnues et qui font partie du programme d'études de l'apprenti. Donc, l'objectif est que la composante virtuelle facilite la collaboration, les échanges d'apprentissage en ligne et le travail en équipe. Donc, par exemple, il peut s'agir de permettre de rassembler des apprenants de différents pays et de domaines d'études différents pour suivre des cours en ligne ou travailler collectivement et simultanément sur des travaux de groupe en format collaboratif. Et voilà, bon, c'était surtout ça que je voulais vous présenter. Je vous ai inséré quelques liens. Je pourrais partager mon PowerPoint, quelques liens pour aller plus loin et pour vous former sur les actions Erasmus. On a organisé des webinaires dans le cadre d'un cycle de webinaires prêts pour Erasmus+, à l'occasion de la sortie du guide du programme 2021. On a aussi la nouvelle plateforme qui est dédiée aux candidats et porteurs de projets Erasmus, qui s'appelle donc monprojet.erasmusplus.fr. Et vous pouvez aussi regarder en replay notre journée Erasmus+ de l'enseignement supérieur qui a eu lieu vendredi dernier. Et puis, j'en profite aussi pour faire la promotion des Erasmus Days qui arrivent en octobre. Et voilà, c'est l'occasion pour les établissements qui ont déjà organisé des projets Erasmus de les valoriser. Donc, pour les établissements ou même pour la GERA, par exemple, voilà, c'est tout à fait possible pour la GERA, par exemple, d'organiser un événement sur les apprentis. Voilà, si vous avez d'autres questions, après, vous pouvez toujours retenir cette adresse mail et nous adresser vos questions. Après, bon, je vais arrêter mon partage d'écran. Il y avait des questions sur les financements. Oui, juste une question, Madame Pro. Est-ce que vous acceptez que je partage votre PowerPoint Oui, via le bien chat, sûr. hein, je l'ai mis en mode PDF, donc il n'y a pas… D'accord, bah oui, pas de souci. Je peux partager. Merci beaucoup. Et alors, bon, j'ai pas regardé les questions encore, mais c'est vrai que j'avais pas prévu de slide sur les financements. Mais en tout cas,
je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont revenues là-dessus, mais c'est vrai que les bourses Erasmus, de manière générale, elles sont cumulables avec d'autres bourses et d'autres financements locaux, régionaux, nationaux. Après, ça dépend aussi des règles des autres financements, justement. Mais voilà. Merci pour cette présentation très synthétique et qui va à l'essentiel, me semble-t-il, par rapport notamment au public d'apprentis. Il y a quelques questions dans le fil de discussion. Céline, si tu Oui, en alors évidence. je pense qu'on a répondu, les slides de Morgane ont répondu à certaines d'entre elles, notamment qui doit obtenir la charte ETCHE, est-ce le CFA ou est-ce l'établissement d'enseignement supérieur support. Donc, on ne va peut-être pas y revenir, sauf si ça n'est pas clair. Une UFA est-elle éligible à l'obtention d'une charte Erasmus+. Alors oui, peut-être une UFA, hein, c'est Ouais. une unité de formation par apprentissage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une section de formation relevant d'un CFA. Donc, on est dans l'unité très fine à l'intérieur oui. mais on est à l'intérieur du CFA. Donc, de toute façon, la question, elle ne se pose pas au niveau de Non, l'UFA, oui, elle se non, pose dans au ce niveau cas-là. du CFA. Voilà, c'est ça, oui. Et me semble-t-il que vous avez répondu sur la question de l'éligibilité de l'établissement. Oui. Donc, est-ce que pour celles et ceux qui se questionnaient ou qui se questionneraient encore sur ce sujet de l'éligibilité de l'établissement à la charte ETCHE, n'hésitez pas à prendre la parole en direct si ça ne demeure pas clair, mais c'est vrai que les règles d'éligibilité, vous les avez bien rappelées et elles ont le mérite d'être claires, nous semble-t-il, mais si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à prendre la parole sur ce point-là. Je te laisse dérouler les autres questions, Céline. Oui, alors toujours une question au sujet des bourses Erasmus+. Est-ce que le fait que la mobilité internationale soit une condition obligatoire à la formation et à la délivrance d'un diplôme, donc l'obtention d'un quitus de mobilité internationale peut permettre d'avoir cette justification vis-à-vis du financement Erasmus+. Est-ce que ça peut remplacer, par exemple, l'obtention de crédits ECTS? Alors, je ne vous cache pas que je ne sais pas exactement comment fonctionne un quitus. En tout cas, dans le guide du programme, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de restriction par rapport aux autres systèmes de reconnaissance. Donc, je pense que c'est à chaque établissement un peu de considérer si le système si le système qu'il utilise permet une réelle reconnaissance académique des acquis d'apprentissage. Voilà, la seule chose que je peux dire, c'est que dans le guide du programme, il n'y a pas de liste exhaustive en fait, des autres systèmes de reconnaissance autorisés. Le terme, c'est crédit ECTS ou équivalent. Donc après, voilà, c'est chaque établissement qui détermine un peu ce qu'il entend comme équivalent. Mais ça, après, c'est aussi quelque chose que nous, on peut analyser à l'agence Erasmus avec notamment le département de gestion des projets et qui va analyser les candidatures et les termes d'équivalent. C'est quelque chose sur lesquels nous, on peut travailler aussi. Moi, je peux le faire remonter en interne à mes collègues. Enfin, on n'est pas vraiment décisionnaire, mais voilà, je pense que l'idée aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction de ma présentation, mais nous, dans le pôle enseignement supérieur de l'agence, on a encore assez peu travaillé sur le sujet de l'apprentissage de l'enseignement supérieur. Pour l'instant, c'est surtout un sujet qui a été pris en charge du côté du pôle enseignement et formation professionnelle. Donc, voilà, nous, on commence un peu à travailler là-dessus et on veut vraiment en fait construire quelque chose avec tous les établissements qui organisent de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Donc, on est aussi dans la découverte un peu de tout cet univers-là. Donc,
Donc, ça sert à ça aussi, les remarques, les remontées des particularités. Par exemple, voilà, sur la reconnaissance des acquis d'apprentissage, il y aura un travail collaboratif à faire pour faciliter un peu toutes les mobilités des apprentis. D'accord, très bien. Une autre question, alors qui revient, me semble-t-il, à Madame Albien, sur la question du statut, en fait, lors de la mise en veille d'un contrat d'apprentissage, si l'alternant part en mobilité en entreprise, est-ce que c'est considéré comme un stage professionnel? Oui, au sens d'Erasmus, en fait, c'est ça. Oui, oui, pour moi, ça peut être considéré comme un stage professionnel. Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Oui. Très bien, merci. On peut peut-être passer aux questions orales, aux échanges, s'il n'y a pas d'autres questions par écrit. Enfin, moi, j'en vois pas d'autres. Je pense avoir balayé toutes les... Je crois qu'on a passé en revue le sujet donc, du financement de la mobilité internationale au titre d'Erasmus+. Moi non plus, je ne vois pas d'autres questions. D'une manière plus générale, est-ce qu'il, sur ce que l'on vient d'évoquer ensemble avec donc, à la fois avec Laurie Albien, Mélanie Bourré et Morgane Pro, est-ce que d'une manière générale, d'autres questions, est-ce que cela se lève chez vous d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment puisque on a la chance d'avoir nos 3 intervenantes à disposition. Donc, si jamais il restait des questions en suspens sur tel ou tel aspect, tant du financement au titre des bourses que de la partie juridique liée au départ en mobilité d'un apprenti du supérieur. N'hésitez pas, je crois qu'on a fait le tour. Je regardais par rapport au sondage qui avait été fait préalablement à cet atelier. Et nous avons également épuisé les questions au titre du sondage. Donc, moi, je ne vois pas d'autres sujets, mais à vous de nous le dire. Je vois dans Laurie Albien, pardon, je vois qu'il y a une question sur des potentielles modifications de la loi. Parce que je suis sur le chat aussi, je vois qu'il y a une nouvelle question. Si des modifications de la loi se produisent pendant l'été, est-ce qu'on pourra modifier les conventions en cours de mobilité? Oui, Madame Albien, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Ça pose la question de la rétroactivité, c'est ça? Oui, la question de la rétroactivité, c'est ça. Après, est-ce qu'on avenante? Faudra qu'on voit ça. Je ne m'étais pas posé la question encore, mais c'est une excellente question. Oui, bonjour, c'est moi de l'INSA de Lyon, Chantal Muller, qui ai posé cette question. Effectivement, on est un peu concerné parce que la mobilité via l'échange académique se fait au premier semestre, nous, donc on a déjà des étudiants qui s'apprêtent à partir, donc ça peut s'échelonner à la mi-juillet jusqu'au début septembre. Et on avait des étudiants dont les entreprises auraient souhaité maintenir la rémunération. Et on se demandait, est-ce qu'on pourrait faire des modifications dès que cet accord tombe et ces modifications apparaissent dans la loi? A priori, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse y avoir une rétroactivité. Par contre, peut-être qu'on pourra passer par un avenant aux conventions en cours. C'est possible, mais il faudra vérifier à ce moment-là. D'accord, merci. Et ça sera plutôt le CFA qui va nous prévenir? De la modification Oui, législative? des changements possibles, oui.
Écoutez, moi, je vous informerai aussi. Hein. Je vous D'accord. informerai aussi de mon côté. Je passerai par la GIRA pour que vous ayez l'information rapidement. La modification législative, quand est-ce qu'elle pourrait intervenir? Je ne peux pas être précise à ce stade. Nous, on espère qu'elle interviendra d'ici la rentrée, mais je ne peux pas vous le confirmer pour le moment. Donc, pareil, je vous tiendrai informé. D'accord, merci Madame Albien. On est preneur du tableau, vous savez, dont vous avez parlé sur qui détaille Les différents types de frais. Voilà, les différents types de frais, notamment qui détaillent les frais obligatoires et les frais facultatifs pouvant être pris en charge par le co au titre du financement de la mobilité des apprentis. Ça, je pense que ça peut être utile et ça peut, entre guillemets, limiter la prise de risque parce que le sujet, c'est celui-ci aussi, c'est-à-dire que le CFA, comme il gère cela, il faut quand même qu'ils puissent savoir à quoi s'en tenir. C'est toujours regrettable d'annoncer quelque chose et puis de devoir éventuellement revenir vers l'apprenti en lui disant « Ah, bah finalement, c'était pas finançable ». Voilà, donc c'est vrai que ça permet d'être précis dans l'information que les CFA ont à faire aux apprentis sur ce sujet-là. Oui, et puis aussi la question sur l'ordre de mission qui nous est rappelée dans le chat, mais qu'on n'avait pas oublié. Moi, j'avais bien noté Oui. à Madame Albien. Donc, voilà, deux choses, Madame Albien. Vous me le rappellerez au pire aussi, si je ne réponds pas. Oui. Mais... Et c'est vrai que j'ai les adresses mail des personnes inscrites à l'atelier, donc je pourrais faire suivre effectivement ces informations. Je profite du temps du fait que j'ai la parole pour. Je souhaiterais lancer un petit sondage de fin d'atelier. Sauf si on n'a pas terminé, mais je souhaite lancer un petit sondage pour avoir un retour par rapport au déroulé de l'atelier. Et puis aussi, ce que je trouverais intéressant, c'est que vous puissiez nous indiquer via le chat, parce que le sondage, là, c'est une question fermée. Vous puissiez nous indiquer par le chat quels seraient vos souhaits de thèmes d'atelier pour l'avenir. Voilà. Je ne sais pas si je peux lancer le sondage maintenant, si vous avez d'autres choses à voir avant. Écoutez, je lance, ça n'empêche pas d'avoir une discussion en parallèle de toute façon. Hein. Merci pour votre participation. Alors, je vois que je vois en live les retours du sondage. C'est vrai qu'il y a un très bon taux de participation sur la réponse aux attentes. Alors, 90%. Non. Oui, je crois que ça permet vraiment de clarifier le sujet, qui est un sujet plutôt à la fois nouveau et puis pour lequel il y a eu des… Voilà, il y a encore des tâtonnements, on le voit bien, puisque là, il y a en la matière et qui concerne très directement les établissements d'enseignement supérieur, le sujet du véhicule législatif. On espère bien qu'effectivement, ça va pouvoir déboucher favorablement et très favorablement et lever finalement cette obligation qui pose problème aujourd'hui. Donc, c'est clair que ça permet de bien clarifier ces aspects-là et puis de mettre en évidence aussi les possibilités de financement, puisqu'on le voit bien, on voit que les OPCO sont… nouveaux financeurs de la mobilité internationale des apprentis. Donc, c'est important de l'avoir dans le scope. Ça veut dire aussi pour les établissements, et notamment les établissements qui sont CFA, de la nécessité d'avoir cette discussion-là avec leurs OPCO. Alors, je le mets au pluriel. Peut-être que certains n'ont qu'un ou deux OPCO. Pour ceux qui ont, pour interlocuteurs, plusieurs OPCO, effectivement, ça complique un peu l'affaire. Mais de la nécessité, effectivement, d'avoir aussi cette discussion, je dirais, d'établissement à OPCO sur cette question-là, sachant que on peut quand même relever que les OPCO ces derniers temps ont fait un gros travail d'information
Et je le disais en introduction, d'informations aussi sur les sujets du traitement du financement de la mobilité internationale. Donc, ne pas hésiter, OPCO par OPCO, c'est un peu fastidieux de défiler cette affaire-là, mais voilà, de prendre attache auprès des OPCO qui nous concernent très directement sur ce sujet-là. Il y a des interlocuteurs identifiés aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas hésiter soit à se renseigner sur le site internet, soit à prendre attache directement avec l'OPCO pour, voilà, pour avoir toutes les garanties finalement du bon traitement et du bon financement de la mobilité internationale des apprentis. Oui, je vois que Madame a bien partagé le tableau. Oui. Donc, n'hésitez pas à le récupérer dans le chat. Merci, oui. Voilà, beaucoup. J'ai vu qu'on pouvait le mettre directement dans le chat, donc eh ben, oui, c'est chouette. merci beaucoup, effectivement. Ça donne un niveau de détail utile. Bon, je crois qu'on en a terminé avec cet atelier, puisque je vois qu'il n'y a pas d'autres manifestations d'intérêt par rapport au sujet. Pascal, je te laisse conclure si tu veux bien. Oui. Écoutez, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci également à nos 3 intervenantes qui nous ont éclairé sur les différents sujets. Et voilà, on voit qu'il y a un certain nombre de points qui ont été soulevés, des questions qui restent en suspens, mais je pense vous nous avez donné des pistes aussi pour trouver les informations. Et puis également des fichiers de référence qui ont été mis en ligne via le chat. Et puis, je voulais également remercier Céline D'Agostino et Marianne Badour, avec lesquelles j'ai travaillé pour préparer cet atelier et qui m'ont permis de trouver des intervenants pertinents pour répondre sur ces différents volets. Donc, voilà, merci à tous. Et puis, je pense qu'on reste dans une dynamique de pouvoir proposer ce type d'atelier sur l'année 2021 et 2022. Donc, sur des thèmes qu'il faudrait effectivement creuser, mais thèmes complémentaires. Absolument, oui. Quand on parle d'apprentissage dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas que la mobilité internationale, mais si souvent la thématique de la mobilité internationale revient sur le devant de la scène. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des souhaits d'intervention sur tel ou tel sujet en lien avec l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, n'hésitez pas à le faire remonter à Pascal et on verra comment organiser de façon adaptée un atelier pour traiter ce thème. Encore merci à tous et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bon, voilà, Pascal. Ouais, on se bon, retrouve toutes les deux. Écoute, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Je regardais, j'ai hésité à partager les résultats du sondage, mais 79% de satisfaits. Bon. Voilà. Et puis, donc, il y a 24 personnes sur 30 qui ont répondu, qui ont voté. Bon, on a eu un bon taux de participation. On était à 40 au moment où il y avait plus de monde. Oui, tout à fait. Donc, non, ça c'est bien. Puis, c'est vrai que sur vraiment les sujets, je trouve que L'Oréal elle a bien répondu. Ouais. Elle a bien clarifié le sujet, donc c'est bien, ça permet de faire un bon tour d'horizon et puis de mettre à niveau tous les établissements sur le sujet, quoi. Donc c'est toujours utile. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que l'intervention de Marie-Hélène Bourré, c'était un peu compliqué parce qu'on l'entendait mal. Je ne sais pas si c'était pareil de ton côté. C'était un peu haché au niveau du son. Je pense qu'elle avait un problème de bande passante, effectivement. Ouais, elle avait un problème de connexion Internet. Donc, après, elle avait son support. Donc, c'est vrai elle avait son support. Et puis, ce qui est le plus important pour la mobilité internationale des apprentis pour les établissements, c'est de savoir qu'effectivement, il n'y a pas de seuil de rémunération pour l'apprenti. Donc, c'est-à-dire que l'apprenti, s'il est très bien rémunéré, il peut quand même demander une bourse. Et puis, l'autre information importante qu'elle a bien relayée, c'est de dire que l'OPCO finance ou pas, ce n'est pas pris en compte dans l'octroi de la BRMI. Donc, si tu veux, c'est vraiment les deux sujets
qui font que, bon, voilà, on octroie ou pas une BRMI, on est bien dans le cadre. Donc, bon, voilà. Mais c'est vrai que oui, on a un petit sujet c'est toujours l'aléa de toute façon. Hein, c'est toujours Ouais, l'aléa. ouais. Et Moi, écoute, je suis globalement, toujours ça s'est bien étonnée. passé. Oui, oui, non, c'est bien passé. Je suis quand même toujours étonnée que les gens, quand ils savent qu'ils interviennent dans un atelier, tu vois, ils pourraient se dire, bah, ce jour-là, je vais au travail parce que je suis sûre que Ouais. j'aurai une bonne connexion, quoi. Eh ben non. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Même là, Voilà. voilà, eh Ouais, ben non. Bon, ouais. écoute, ça, c'est assez inévitable. Oui, oui, oui. Mmh. Non, non, autrement, j'ai trouvé que finalement, par la modération, là, pour le chat, c'était bien. Par Céline, c'était une bonne formule. Bon, après, peut-être que ça a bridé un peu la prise de parole. Je ne sais pas, certains se sont exprimés. Mais ça, je pense que ça aurait été fouillis si tout le monde avait pris la parole, là. Non, moi, je trouve que c'est Et ça bien comme permet de ça. resserrer. Ouais. Ouais, Franchement, je trouve que c'est bien comme ça, Pascal, d'abord parce que ça filtre les questions, c'est-à-dire ouais, que devoir écrire sa question, ça pose quand même la question enfin, ouais, tu te poses la question de savoir si tu dois poser la question ou pas, donc ça, c'est ouais. déjà pas mal. Et puis après, on a quand même ouvert, donc les personnes Oui. aussi ont eu la possibilité d'intervenir en Mm. direct. Je crois qu'elles étaient très en attente sur la première partie par rapport à Laurie Albien et la mise en veille du contrat. Hein. C'est Ouais, vraiment ouais, le sujet du moment dans l'enseignement supérieur. ouais. Donc je pense que voilà, ça a permis de répondre et puis c'est bien d'avoir une interlocutrice dans ce service-là à la DGEFP, tu vois, c'est le bon niveau d'interlocuteur, Ouais. hein, Alors, puisque c'est c'est vrai que elle qui a. oui, j'ai hésité à transmettre son adresse mail dans le fil de discussion parce que je ne savais pas si elle était d'accord. Donc, bon. Bon, mais après, c'est Ouais, bien aussi que la Gérard sera là, quoi, ouais, tu vois. ouais, ouais. Je vais devoir te laisser parce qu'en Ok, fait, je ok. suis en réunion du personnel normalement, Ouais, là. donc, ok, je te laisse. Alors, ça marche. Bon, bah écoute, Bon, on se merci. revoit peut-être ce soir pour l'AG. Eh ben oui, oui. J'ai Alors, vu un peu j'aurai de retard. un quart d'heure de retard parce que Ouais, normalement, j'ai une séquence là de 14h à 18h. ouais. Donc, je vais Ah, bah, couper la écoute, poire en deux. tu fais au mieux. Ouais. Voilà, donc je vous rejoins à 17h45. Hein. Ok, ça marche. Allez, bon courage. Bonne journée, Maëlène. Merci Pascal, à Et bientôt. puis, merci pour l'atelier. Je t'en prie. Merci à toi. Au revoir.